vous présidez respectivement le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français qui représentent et accompagnent et soutiennent l'ensemble du mouvement sportif dans notre pays. Notre commission examinera la semaine prochaine l'avis de son rapporteur sur les crédits du sport. Jean-Jacques Lezach, notre rapporteur, aura l'occasion d'y revenir, alors que le débat sur le projet de loi de finances démarrera le 25 novembre au Sénat. La question du financement des politiques sportives est aujourd'hui au cœur des préoccupations du mouvement sportif. Malgré les promesses d'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la situation budgétaire impose un recul des moyens affectés au sport, compromettant les ambitions fixées ces dernières années, notamment celle de faire de la France une nation sportive. Vous aviez toutes deux exprimé votre inquiétude cet été, alors que le projet de loi de finances était encore en cours d'élaboration et que des premiers chiffres circulaient. La baisse des crédits du programme 219 sport est finalement moindre que celle que nous redoutions collectivement. Elle est néanmoins de l'ordre de 6,5% et entourée de nombreuses incertitudes s'agissant d'éventuelles régulations budgétaires qui pourraient avoir lieu, comme ce fut le cas cette année, qui pourraient avoir lieu en cours d'année. Le rendement des taxes affectées à l'Agence nationale du sport est aussi incertain, en particulier celui de la taxe dit Buffet, qui assure une solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, mais dépend à 70% de l'évolution des droits de retransmission du football. Ces interrogations touchent à la fois le financement du sport de haut niveau et le développement des pratiques sportives, les deux étant, on le sait, étroitement liés. Viennent s'y ajouter des enjeux de gouvernance. Madame Marie-Amélie Le Fur, vous présidez également l'Agence nationale du sport, dont les missions sont en cours de réexamen, conformément aux termes de sa convention constitutive. La complexité de la distribution des subventions sur le terrain est régulièrement pointée. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir ce matin. Par ailleurs, nous avons engagé au Sénat une réforme du sport professionnel afin d'encadrer davantage le fonctionnement des ligues et de renforcer la solidarité dans ce secteur. Enfin, votre rôle est déterminant pour préserver autant que possible la dynamique des Jeux, celle des Jeux de Paris, bien sûr, mais aussi pour préparer les futurs Jeux olympiques et paralympiques, ceux de Milan-Cortina, qui auront lieu du 6 au 22 février 2026, et bien sûr, les Jeux d'hiver de 2030, qui se dérouleront, nous le savons tous, dans les Alpes françaises. Leur organisation a été véritablement lancée cette année avec la mise en place d'un comité d'organisation et d'une Solidéo. Vous nous direz comment vous voyez l'avancement de ce projet qui présente la particularité d'avoir été initié par deux régions principalement concernées en concertation avec l'État, et alors que le projet de loi olympique est en navette. Nous l'avons voté ici même et nous attendons l'inscription chez nos collègues de l'Assemblée nationale. Je rappelle enfin que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Mesdames les présidentes, je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire et ensuite, bien sûr, tous ceux qui le souhaitent pourront vous poser les questions en commençant par celle de notre rapporteur budgétaire Jean-Jacques Lezach. Je ne sais pas qui de vous deux commence. Est-ce que Madame la présidente du CNESF, chère Amélie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Merci pour cette invitation. Vous avez dit, Monsieur le Président, beaucoup de choses dans cette introduction. Et c'est en tout cas l'occasion pour moi de souligner la richesse des travaux du Sénat sur tous les sujets qui touchent au sport et particulièrement ceux de votre commission, dont je n'oublie pas d'ailleurs qu'elle a ajouté le mot sport à son intitulé en 2024. Votre investissement, il porte à la fois sur tous les sujets de l'olympisme et du paralympisme, mais aussi sur le sport amateur et bien entendu sur le sport professionnel. Et je veux souligner à cet égard la très importante contribution que représente la proposition de loi qui émane de votre président et de Michel Savin, pour qui je veux avoir ce matin une pensée amicale. Je sais que vous le mesurez, le sport est à une étape absolument inédite de son histoire.
entre deux bornes olympiques, 2024 et 2030, et jamais nous n'avons connu cette situation, accueillir 2 éditions des Jeux à 6 ans d'intervalle. Ce moment nous donne évidemment un élan unique pour nous pousser, nous permettre d'atteindre notre ambition, de passer d'une nation de grands sportifs à une grande nation sportive. C'est un moment d'opportunité, mais c'est aussi, vous l'avez dit, Monsieur le Président, un moment où certains vents contraires soufflent sur le sport français et il est important, ces vents contraires, de parvenir à les contenir. C'est maintenant que nous pouvons durablement faire bouger les lignes de la place du sport en France et cette occasion ne doit pas être gâchée. Nous avons un premier impératif, c'est de réussir tous ensemble l'héritage. Nous en sommes toutes et tous les héritiers de ces Jeux de Paris 2024 et c'est par nos actions quotidiennes que nous allons le forger, le réussir, cet héritage. Cet héritage, c'est déjà du concret et souvent, d'ailleurs, bien plus qu'on ne le dit parfois. Un nombre record de licenciés dans nos fédérations avec 17,2 millions, une progression de 20 points en 20 ans, 71% des Français qui aujourd'hui pratiquent une activité sportive. C'est là aussi une hausse très importante de plus de 17 points en 12 ans. Des milliers d'équipements de proximité construits avec l'Agence nationale du sport et le mouvement sportif, chère Marie-Amélie. Des résultats sportifs exceptionnels de nos équipes de France qui se sont encore confirmés en 2025 et qui, je crois, valident largement notre modèle de haute performance. Mais il va falloir accélérer, aller plus vite, plus haut et plus fort sur cet héritage. Et le CNOSF a un rôle et une responsabilité particulière en la matière avec la reprise du Fonds de dotation de Paris 2024 que j'ai le plaisir de présider et qui coordonne les parties prenantes de la gouvernance de Paris 2024 pour le bon usage, vous l'avez en tête, du boni de liquidation des Jeux, aujourd'hui chiffré à 76 millions d'euros. Ce fonds de dotation, il va intervenir sur 3 axes pour les prochaines années, les célébrations des Jeux, la pratique sportive pour tous et l'accompagnement des athlètes. Au titre du sport pour tous, il me semble impératif d'accélérer sur au moins 3 sujets prioritaires. Le premier, c'est la place du sport dans la vie de notre jeunesse. Et je veux, à cet égard, souligner le regret du mouvement sportif d'avoir vu l'arrêt en 2025 du passeport pour les enfants de 6 à 13 ans issus de familles modestes qui venaient en sus du démantèlement du dispositif des 2 heures supplémentaires pour les collégiens. Malheureusement, donc, 2 évolutions qui ont été confirmées dans le PLF 2026, mais avec peut-être de bonnes nouvelles s'agissant du passeport, compte tenu des votes intervenus en commission des affaires culturelles, puis en commission des finances au niveau de l'Assemblée nationale, amendement visant à rétablir ce passeport pour la saison prochaine. Le deuxième point, c'est celui des équipements structurants. Marie-Amélie, la présidente de l'Agence nationale du sport, y reviendra certainement, même si elle s'exprime aujourd'hui en qualité de présidente du CPSF, car nous avons besoin de continuer l'effort en ce sens. Je sais que votre Assemblée y est très attentive. Je connais l'attachement de cette maison à l'accompagnement de l'investissement local et nous avons besoin de remédier à la vétusté d'un certain nombre d'équipements sportifs tout en travaillant à leur meilleure mutualisation pour booster les taux d'usage dans les territoires. L'inclusion sociale par le sport, c'est la 3e composante que je veux évoquer ici. Il nous faut absolument continuer la démarche des 10 000 clubs engagés dans les territoires pour cette inclusion par le sport avec des actions dites d'aller vers, de repérage des invisibles et d'insertion professionnelle pour les jeunes qui sont éloignés de l'emploi, le sport étant à cet égard un levier tout à fait important. En parallèle de l'héritage, vous l'avez dit, Monsieur le Président, il faut préparer les Jeux de 2030. Je présentais lors du CIJOP de juin dernier les 5 rôles majeurs que jouerait à cet égard le Comité national olympique et sportif français. Préparer et conduire la délégation de nos athlètes, main dans la main avec le CPSF, mobiliser l'expertise sur tous les sujets importants de nos fédérations de sport d'hiver, mobiliser aussi nos volontaires et nos supporters, embarquer le grand public en amont et pendant les Jeux, avec notamment le Club France, et contribuer
à la construction du volet 2030 de l'héritage des Jeux avec les meilleures mutualisations et passerelles possibles avec l'héritage des Jeux de 2024. Le projet avance, les équipes du COJOP sont maintenant bien structurées et une révision budgétaire récente a permis d'affiner le budget du comité d'organisation. Le CNOSF et le CPSF y ont pris une part active. Nous y reviendrons peut-être. Le PLF 2026 porte également 2 éléments importants pour 2030. L'article 60 qui acte la garantie de l'État au projet dans des modalités qui restent encore en discussion entre les parties prenantes et devant l'Assemblée nationale prochainement. La création d'un programme spécifique, le programme 385, qui porte les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, avec une mise en place, vous l'avez évoqué là aussi, Monsieur le Président, de la Solidéo, dont les effectifs sur cet opérateur progressent sensiblement dans cette copie 2026. En prélude de 2030, il y a les Jeux de Milan-Cortina dans à peine maintenant 85 jours. On aura une magnifique équipe de France avec plus de 160 athlètes. C'est une taille record pour notre délégation olympique. Et nous avons l'ambition de positionner la France au même niveau qu'à Paris 2024, c'est-à-dire dans le top 5, avec des moyens, je veux le souligner, au service de la haute performance, qui ont été largement préservés dans le PLF 26, ce dont le mouvement sportif olympique se félicite naturellement. Dans ce moment inédit, mesdames et messieurs, le CNOSF accompagne avec détermination la transformation du mouvement sportif. J'ai porté dans le cadre de l'élection à la présidence du comité une ambition sous la forme d'un triptyque, bâtir un CNOSF plus fort, plus utile et plus moderne. Plus fort, c'est-à-dire pour peser davantage dans le débat public, faire entendre la voix du sport. Et j'aurai par exemple l'occasion, après avoir présenté il y a quelques semaines une contribution dans le cadre de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant, une présentation donc au Salon des maires à compter de mardi prochain avec un plaidoyer pour faire du sport une grande cause municipale pour le mandat à venir. Un CNOSF plus utile avec l'appui aux fédérations et particulièrement aux plus petites d'entre elles sur la lutte contre les violences, sur les questions relatives à la laïcité, sur des enjeux de simplification administrative, d'appui au bénévolat ou à la prospection de partenaires économiques. Et puis, un CNOSF plus moderne qui est actif dans la transformation économique des fédérations, dans l'accompagnement de leur transition numérique, sur la couverture des enjeux écologiques, sur le sujet de la féminisation des instances avec l'essaimage du club des 300 dirigeantes dans les territoires pour être au rendez-vous de l'exigence de parité au niveau des ligues régionales en 2028 et sur les questions des nouvelles pratiques avec la mise en place prochaine d'un conseil de la prospective qui nous permettra d'anticiper l'évolution des usages. Pour réussir l'héritage, pour réussir la préparation des Jeux de 2030, pour réussir la transformation de notre modèle, le sport, mesdames et messieurs, a besoin de soutien. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, le sport a connu une année 2025 très dure, avec un budget à la baisse, atténué toutefois, je veux le souligner, grâce aux amendements du Sénat, mais aussi des coupes de près de 300 millions d'euros en gestion qui l'ont mis en difficulté. Le budget 2026, qui est en discussion en ce moment, porte une inflexion positive et je veux saluer cette amélioration. Il y a une baisse des crédits d'un petit peu moins de 5%, qui est bien moindre que celle de 18,7% qui avait été un temps envisagée, et un maintien des taxes affectées, qui est un point extrêmement important aussi pour les ressources du sport français. Nous avons en même temps besoin de quelques corrections que pourra certainement apporter le Sénat, en tout cas je l'espère dans le cadre de son examen à venir, grâce notamment à l'action et à la sagacité de votre rapporteur, cher Jean-Jacques Lozach. On n'est plus très loin d'un budget satisfaisant, mais quand même, nous avons besoin de travailler ensemble au rétablissement du passeport que j'évoquais pour les 6-13 ans.
Nous avons besoin aussi de créer les conditions en lien avec le ministère des Sports d'une reconstitution de la trésorerie de l'agence qui a dû ponctionner beaucoup dans sa trésorerie pour mener à bien les plans d'équipement. Nous devons aussi, avec le ministère, réviser la trajectoire de baisse des cadres techniques sportifs qui, à moins 26 dans le projet qui a été mis sur la table, pose une vraie difficulté à nos fédérations, tant sur le haut niveau que pour le développement de la pratique, de la même manière que nous sommes inquiets, mesdames et messieurs, de la trajectoire de baisse des services civiques, puisqu'il est prévu de supprimer l'enveloppe de 40 000 services civiques dans le budget 2026. Ce sont des points que nous avons portés avec Marie-Amélie Le Fur et inscrits dans notre communiqué de presse sur la préparation du budget. Et je souligne également les zones de risque relatives au rendement de la taxe Buffet dans un contexte où les droits du football, notamment, restent encore incertains. Je le disais, l'État, les parlementaires, nous avons vraiment besoin d'avoir votre soutien et que vous soyez au soutien aussi du CNOSF pour qu'il puisse mener l'ensemble de ses missions. Le CNOSF avait construit en 2025 un budget à l'équilibre autour de 25 millions d'euros. Cet équilibre était garanti par la convention pluriannuelle d'objectifs qui le lie à l'État et par un accord marketing avec les deux régions et le CIO, le GMPA. Cet accord marketing et la CPO ont l'un et l'autre été revus dans le sens d'une baisse significative, contraction de 3 millions d'euros sur la CPO, contraction de 20% de cet accord de marketing. L'ensemble représentait 75% de nos recettes dans le budget initial. Il est important pour nous de préserver une soutenabilité économique dans notre modèle et à cet égard, l'engagement pris par le ministère des Sports de maintenir une CPO à 9,4 millions d'euros annuels sur les années à venir, inscrite dans le PLF 2026, est un élément capital. En conclusion, mesdames et messieurs, je voudrais souligner l'effort fait par le Comité national olympique pour prendre vraiment toute sa part dans les ajustements budgétaires que l'ensemble des secteurs doivent consentir. Je l'ai évoqué, nous faisons toute notre part et en même temps, nous conduisons un vrai effort de transformation économique pour moderniser le modèle du mouvement sportif, aller chercher un certain nombre de financements privés en matière de sponsoring, en matière de partenariat, en matière de mécénat, en matière de travaux et d'articulation avec des fonds d'investissement ou des banques publiques comme la Caisse des dépôts ou la Banque publique d'investissement. Et vous, qui êtes des élus de la nation proche du terrain, vous savez tout ce qu'apporte le sport. Et je voudrais vous redire que c'est vraiment le moment de ne pas le lâcher. Le sport conduit cet effort de transformation, je l'ai évoqué, et jour après jour, nous avons besoin de le faire vivre à travers nos territoires pour construire enfin cette nation sportive que nous avons tout pour devenir. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Présidente. Madame Marie-Amélie Le Fur, présidente du CPSF et également de l'Agence nationale du sport. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Donc aujourd'hui, effectivement, je m'exprime en qualité de présidente du Comité paralympique et sportif français et peut-être présenter les éléments un petit peu plus spécifiques au financement du parasport en France. Tout d'abord, commencer bien évidemment par vous remercier l'engagement du Sénat et particulièrement de cette commission en faveur des sujets sportifs. Peut-être à titre d'illustration, 2 exemples. Le travail que nous avions mené ensemble sur la loi du 2 mars 2022, qui pour nous, côté parasport, a été particulièrement structurante et nous a permis d'avancer sur des sujets particuliers, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans la présentation des missions du comité paralympique. Et bien évidemment, cet amendement que vous avez porté l'année dernière à hauteur de 80 millions d'euros dans le budget, qui nous a permis, côté Agence nationale du sport, de maintenir une politique d'engagement en faveur du sport dans les territoires, et notamment à destination du développement de la pratique. Peut-être sur la base des questions qu'on avait reçues pour préparer cette audition, vous présenter un petit peu le fonctionnement budgétaire tant du comité paralympique que du parasport en France et des évolutions considérables, et je pense que les mots sont pesés quand je le dis comme ça, que nous avons connues ces dernières années. Concernant le comité paralympique, vous le savez, 2 grandes missions nous animent. La première, c'est la conduite de la délégation lors des Jeux paralympiques d'été et d'hiver. Donc tout comme le CNOSF, nous sommes
voilà, là, actuellement en préparation finale, terminale pour ces Jeux de Milan-Cortina qui seront pour nous des Jeux importants dans la perspective de 2030. Mais nous préparons également activement, dès maintenant, les Jeux de Los Angeles 2028, avec ce jour une équipe qui part du comité paralympique pour la reconnaissance et la préparation effectivement de ces Jeux. La deuxième mission qui est la nôtre est de façon complémentaire du CNOSF de représenter les fédérations sportives qui souhaitent développer en leur sein une offre sportive. Et là, peut-être vous citer un chiffre qui vous présente l'évolution de la maturité de ce système sportif. C'est qu'en 2018, quand je prends la présidence du comité paralympique, nous avions 25 fédérations qui étaient membres du comité paralympique. À date, nous en avons 50 et nous avons sur la table encore 3 demandes d'affiliation nouvelles. Donc ça démontre bien que nous avons un mouvement sportif, des fédérations qui souhaitent vraiment être accompagnées dans leur expertise pour, dans les territoires, dans les clubs, dans les comités, dans les ligues, développer une expertise pour accueillir les personnes en situation de handicap. Pour accompagner ces fédérations, le comité paralympique a un budget qui est globalement équilibré entre fonds privés et fonds publics. Donc, bien évidemment, avec une convention pluriannuelle d'objectifs avec le ministère des Sports, qui est à hauteur de 1,5 million par an, avec les avenants qui couvrent également les Jeux paralympiques et toutes les compétitions multisports. Nous avons aussi d'autres financements publics et notamment assez récemment une contractualisation avec les agences régionales de santé pour répondre à l'évolution de la loi du 2 mars 2022 sur le sport en ESMS. Et vous savez, notamment dans cette loi, avait été décidé que dans chaque établissement, nous puissions avoir un projet sportif, mais également un référent sport. Et eu égard à son expertise, le comité paralympique accompagne les ARS, accompagne ces référents sport sur la montée en compétences pour vraiment que les projets soient adaptés aux personnes en situation de handicap dans ces établissements. Nous avons également un financement de l'Agence nationale du sport au titre de notre déploiement territorial, puisque depuis 2019, le comité paralympique compte à minima 1 salarié dans chaque région et 2 en Nouvelle-Aquitaine et en région Aura pour accompagner tant le mouvement sportif que les acteurs de proximité et notamment les collectivités sur la définition et la mise en place d'une politique publique du parasport. Et enfin, nous avons également donc des recettes privées. Comme vous le savez, quand la France est pays hôte des Jeux paralympiques, nous n'avons pas la capacité individuelle de commercialiser nos marques et notamment les Agitos. Et donc est signé en ce sens un programme marketing conjoint avec le comité d'organisation qui initialement était prévu à hauteur de 15 600 000 et eu égard à la révision budgétaire que nous avons dû mener avec l'ensemble des parties prenantes ces dernières semaines, nous avons eu une baisse de 3 millions d'euros sur ce GMPA, donc qui va s'étaler sur 6 ans, qui a un impact notable et qui va effectivement imposer que nous ayons une stabilité des fonds publics et notamment de notre CPO et de notre contractualisation avec l'Agence nationale du sport. Vous dire aussi que dans la politique d'intervention de l'agence du comité paralympique, nous portons donc des programmes en territoire et que bien souvent ces programmes sont cofinancés avec les collectivités. Et donc là, effectivement, vous partagez mon inquiétude eu égard à la baisse de dotation vers les collectivités, un recentrage effectivement sur leurs compétences prioritaires. Et pour certaines collectivités, bien évidemment, non pas un désengagement, mais une baisse du budget attribué au sujet sportif. Et peut-être un programme sur lequel j'apporte une alerte, c'est notre programme Club Inclusif, qui est vraiment un programme phare, un programme d'impulsion en territoire, qui part du constat que nous avons seulement 1,4% des clubs en 2022 qui se disaient en capacité d'accueillir une personne en situation de handicap. Grâce à ce programme, nous sommes au bout de 3 ans maintenant à 3 ou 4% des clubs. Donc on a réussi à monter en gamme, mais on souhaite vraiment dans les prochaines années avoir une vraie accélération. Mais ce programme est cofinancé par les collectivités qui doivent aller mobiliser les clubs, financer la mise en place pour que ce soit totalement gratuit et transparent pour les clubs. Donc il y a vraiment une inquiétude sur la capacité à continuer le portage de ce programme. Peut-être sur les financements et ce qui est la projection du budget 2026, vous partagez peut-être au titre de mes 2 casquettes qu'à date, je n'ai pas d'inquiétude sur le budget de la haute performance. Si on regarde la trajectoire 2024-2025,
nous avons eu une stabilisation du budget sur la haute performance et notamment eu égard à l'amendement que vous aviez porté et dont je rappelais le montant tout à l'heure. Nous avons pu en cours d'année doter le budget de la haute performance de 6 millions d'euros complémentaires, ce qui a permis de répondre à la volonté de la haute performance d'avoir un plan hiver et donc d'accompagner dès maintenant les fédérations qui préparent les athlètes pour Milan, mais également pour les Alpes françaises de 2030, de pouvoir être dotées d'une subvention cohérente et à hauteur de leurs moyens. Concernant le paralympisme, il faut savoir que grâce à l'impulsion et l'effet catalyseur des Jeux de Paris 2024, les moyens à destination de la haute performance paralympique ont été multipliés par 4, ce qui a permis à la France d'enrayer sa chute dans le classement des nations paralympiques. Donc on a réussi vraiment à inverser la courbe cette année, à atteindre le top 8. L'ambition que nous portons collectivement est toujours pour Los Angeles d'atteindre le top 5. Donc ça va nécessiter que sur les sports majeurs, l'athlétisme, la natation, nous allions chercher plus de médailles. Ça nécessite aussi qu'on garde la pluralité de notre modèle. Je pense qu'on a un modèle français qui a la capacité d'accompagner une diversité de fédérations, une diversité de sports. Et on est dans l'un des pays où finalement on va chercher une plus grande diversité de médailles dans une grande diversité de sports. Et ça, c'est la beauté du sport français, déjà et d'une, parce que ça permet d'avoir un rayonnement de sports différents et surtout parce que ce rayonnement des athlètes de haut niveau vient cultiver en territoire une volonté des Françaises et des Français de participer à une grande diversité de sports. Donc je pense qu'il faut rester attaché à ce modèle et continuer à accompagner les fédérations dans leur diversité. Concernant le développement de la pratique, on a vu aussi effectivement qu'il y avait eu une vraie compréhension des enjeux du parasport ces dernières années. Donc, entre 2019 et 2024, c'est de façon spécifique 70 millions qui ont été attribués au parasport sur des enveloppes qui sont désormais dédiées et fléchées, ce qui nous permet vraiment de bien monitorer tant l'impact que le suivi de ces subventions. Donc, on a été accompagné effectivement des emplois. Et là encore, sur 2025, on a eu une stabilité de ces financements. L'enveloppe accessibilité qui, historiquement, avait été portée à 3 millions d'euros en 2024, a vu une baisse de 500 000 euros en 2025. Et je rappelle que cette enveloppe, elle est importante, elle est structurante puisqu'elle vient accompagner tant les collectivités sur la mise en accessibilité de leurs équipements sportifs. Et là, on a encore beaucoup de retard. Mais elle vient aider également des clubs à se doter de dispositifs de mobilité ou de matériel spécifique pour accueillir les personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment une enveloppe structurante qui vient aider les territoires. Nous avons également, dans le cadre des plans sportifs, projets sportifs fédéraux, une part qui doit être dédiée au parasport. Et là, on a déjà connu effectivement une baisse de cette enveloppe en 2025. Et si nous n'avons pas un petit sursaut, je le dirais comme ça, et je vous l'expliquerai, sur le budget 2026, malheureusement, c'est l'enveloppe budgétaire qui sera prioritairement diminuée dans le budget d'intervention de l'agence en 2026. C'est-à-dire que voilà, si on reste à budget constant, eu égard aux efforts que nous avons dû faire en trésorerie en 2025 pour absorber ce que la présidente du CNOSF nous rappelait, c'est-à-dire une coupe budgétaire en cours d'année à près de 300 millions d'euros. En fait, si on continue notre politique d'intervention comme elle était prévue en 2025 et qu'on la reconduit en 2026, nous aurons en fin d'année une trésorerie négative. Ce n'est pas possible pour la présidente que je suis de l'Agence nationale du sport. Donc ça veut dire qu'on doit faire une coupe dans nos enveloppes d'intervention à hauteur environ de 40 millions d'euros. Et l'enveloppe principale qui est mobilisable, ce sont les projets sportifs fédéraux. C'est-à-dire que ce sont les clubs en territoire, ce sont les organes déconcentrés de nos fédérations. Et donc, c'est finalement l'organe le plus proche des pratiquants. Donc, l'idée, c'est de voir effectivement comment, dans la trajectoire budgétaire, nous pouvons permettre tant à l'agence de reconstituer un niveau de trésorerie acceptable, mais également de maintenir sa politique d'intervention en faveur des acteurs du sport. Peut-être pour terminer, vous dire que bien évidemment, nous sommes également tournés sur les Jeux de 2030 et donc depuis le début de phase de candidature, le comité paralympique est autour de la table et c'est important pour nous parce qu'il y a énormément de singularités sur les parasports et notamment les parasports d'hiver et que nous avons pour ces Jeux de 2030, peut-être une triple ambition. La première, c'est bien évidemment de réussir le volet haute performance et d'aller chercher une plus grande relève, une plus grande diversité. Actuellement, nous n'avons jamais eu une équipe de curling ou de hockey-luge. La délégation de Milan, c'est 15 athlètes. Donc, on souhaite vraiment, pour les Jeux de 2030,
pouvoir avoir une meilleure densité de l'équipe de France et une plus grande diversité de sports représentés. Il y a aussi et surtout un enjeu vraiment d'aller porter encore une fois le développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Et l'angle que nous avons choisi, c'est le sport d'hiver, le sport de montagne, mais plus globalement le sport de nature, là où nous avons encore beaucoup de difficultés et notamment parfois des difficultés réglementaires ou d'accessibilité à ces diversités de sports pour les personnes en situation de handicap. Et enfin, comme ça a été le cas sur Paris 2024, on souhaite tout simplement que ces Jeux soient un catalyseur d'innovation sociale en faveur des personnes en situation de handicap pour les replacer au cœur du débat de société. Et nous pensons que le sport est un bon levier pour y arriver et qu'il permet notamment de mobiliser la jeunesse et de les sensibiliser par un cadre ludique. Voilà ce que je voulais vous partager en propos liminaire. Merci, Madame la Présidente. Première question de notre rapporteur budgétaire, Jean-Jacques Lozach. Bien, merci, Monsieur le Président, et merci, Mesdames les Présidentes, pour la présentation très précise et très minutieuse de l'état dans lequel se trouve le sport français, et y compris le sport paralympique. Alors effectivement, le contexte aujourd'hui est surtout un contexte de débat budgétaire, mais je débuterai par une question plus générale concernant la gouvernance. En effet, nous avons connu deux dates importantes dans la période récente concernant le fonctionnement des fédérations. D'une part, l'année 2019 avec la création de l'Agence nationale du sport, et d'autre part, la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport. Et je voudrais savoir globalement quel regard vous jetez, quelle évaluation vous faites sur cette gouvernance, ces modifications intervenues en matière notamment de transparence des fédérations, de pérennité financière, de relations sport amateur, sport professionnel. Est-ce qu'il y a des ajustements qui vous paraissent encore aujourd'hui nécessaires? Et bien sûr, je glisse notamment sur le devenir de l'ANS, l'Agence nationale du sport. En effet, quelle vision privilégiez-vous pour son futur en termes de périmètre d'intervention? Est-ce que vous la voyez se concentrer sur le sport de haut niveau, voire uniquement sur la haute performance à l'intérieur du sport de haut niveau? Dans quel type de statut? On ne conserve ou pas un GIP? Quelle déclinaison territoriale? Quelle implication du monde économique? Quelle relation avec les DRAGES, etc. Pour revenir maintenant sur le débat budgétaire, c'est vrai, Madame la Présidente du CNESF, vous avez dit il y a des vents contraires qui soufflent sur le sport français. Et ces vents, je crois, ils sont également budgétaires. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. En effet, quand on fait la comparaison de loi de finances à loi de finances et en termes de crédit de paiement, parce que je pense que ce sont les critères à privilégier, on est quand même sur une baisse de 6,5% avec 554 millions d'euros. Et là, je n'évoque que le programme 219, c'est-à-dire le programme sport. Et je laisse de côté donc ce programme spécifique 385 qui est dédié aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque c'était moins 182 millions d'euros en 2025, plus 60 millions d'euros en 2024, plus 143 millions d'euros en 2023. Donc on voit quand même qu'on est sur une courbe, une trajectoire qui est plutôt négative. Et je sais votre attachement à toutes les deux à une trajectoire de diversification des ressources. Aussi bien des fonds publics et des fonds privés pour les fédérations. Et ça rejoint d'ailleurs le problème des contrats sportifs fédéraux. Donc billetterie, produits dérivés, mécénat, sponsoring, sans parler donc d'argent public avec les deux taxes affectées et puis les crédits budgétaires d'État. Quelles sont les suggestions, si je peux dire, que vous nous faites? Quelles pistes pouvons-nous travailler? Quelles barrières restent à lever selon vous? Maintenant, vous avez évoqué 3 points de vigilance, Madame la Présidente. Le passe-sport, effectivement, le reformatage du passe-sport, c'est une décision tout à fait négative. On a organisé une table ronde la semaine dernière avec des présidents de fédération qui nous ont d'ores et déjà dit qu'il y avait un ralentissement des inscriptions pour la tranche d'âge des 6-13 ans. Donc, il y a d'ores et déjà une conséquence négative. C'est une décision qui a été prise d'ailleurs sans étude d'impact, sans concertation, etc. Vous avez également mentionné la trésorerie de l'ANS et puis la baisse du nombre de CTS, moins 26. Moi, j'ajouterais un autre point de vigilance qui, à mon avis, d'ailleurs, est le très gros point noir de ce budget 2026, c'est la question des équipements. En effet,
disparaisse tout programme spécifique concernant les équipements sportifs. C'est-à-dire qu'on va être complètement noyé dans les programmes de droit commun, DETR, DECIL, fonds verts, les fonds verts qui vont chuter de 500 millions d'euros l'année prochaine. Donc, il y a véritablement un coup d'arrêt qui a été donné à ces programmes spécifiques, que ce soit Génération 2024 ou les 5000 équipements sportifs de proximité qui avaient remporté un grand succès. Moi, je crois que vraiment la zone d'ombre de cette loi de finances en matière sportive, il concerne les équipements. Alors, c'est vrai qu'il y a la volonté de la mutualisation des équipements sportifs, qui est l'application d'ailleurs de la loi du 2 mars 2022, ce qui pose d'ailleurs très concrètement un certain nombre de difficultés quand même. Sur le papier, effectivement, c'est facile d'ouvrir les gymnases qui se trouvent dans les collèges et les lycées, mais dans la réalité, c'est quand même plus difficile. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de le faire, parce que c'est vrai que ces équipements-là sont loin d'être saturés, notamment à partir de 17h et pendant les vacances scolaires. Nous pensons, en ce qui nous concerne, que le plafond, la taxe buffet, a été surévalué. Bon. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je vois une taxe plafonnée au-delà du montant escompté. Ça, c'est du jamais vu. Et nous pensons effectivement que nous serons plus près des 40 millions d'euros que des 60 inscrits, bien sûr, en lien avec la crise des droits TV dans le foot. Dans quelle mesure le CNOSF et le CPSF accompagnent-ils l'émergence d'emplois qualifiés dans le sport ? Encadrement, formation, apprentissage, pour faire face, bien sûr, à l'afflux de licenciés dans les clubs et pour contribuer tout simplement à la création d'emplois dans notre pays via le sport. Je pense en particulier au secteur de l'insertion sociale et professionnelle et à la politique des quartiers de la ville, les QPV. Alors, vous avez évoqué, je n'y reviens pas, le rôle que vous entendez jouer pour la préparation des JOP 2030. Nous avons, notamment ici au Sénat, parce que c'était souvent des PPL d'initiative sénatoriale, voté des textes concernant la protection des publics, et notamment la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Comment le CNOSF et le CPSF s'articulent, je dirais, avec les fédérations et le ministère pour appliquer, pour assurer et mesurer l'efficacité de ces nouveaux dispositifs. Voilà donc quelques questions. Vous avez, et je terminerai en synthèse, vous avez toutes les deux organisé une manifestation d'alerte, d'inquiétude le 11 octobre dernier, pour essayer effectivement de dynamiser le mouvement sportif et parasportif. Avez-vous le sentiment ou l'espoir d'être entendu par le gouvernement suite à ces manifestations? Merci. Mesdames les présidentes, je vais vous laisser répondre à cette première série de questions. Je ne sais pas comment vous répartissez la parole. Qui commence? Tu veux que je t'en donne? Merci, monsieur le rapporteur. C'est une question particulièrement riche, peut-être sur la gouvernance. Bon, moi, je n'oublie pas que à mon arrivée au ministère en 2022, j'ai vraiment connu un paysage du sport français à U et à DIA où les acteurs ne coopéraient pas, se regardaient en chien de faïence et ne savaient plus qui faisait quoi dans le sport français. Je pense qu'on a alors énormément travaillé pour clarifier les rôles de chacun et surtout pour consolider un esprit d'équipe qui ne nous a jamais quittés jusque la livraison des Jeux et qui, je crois, reste à entretenir beaucoup aujourd'hui. Je pense que ce qui est difficile, c'est qu'il y a une multiplicité d'acteurs et moi, mon point d'alerte, c'est que s'il y a un moment, les budgets se contractent trop, la question des coûts de structure liés à la diversité et à la multiplicité des acteurs ne manquera pas de se poser tôt ou tard. Parce qu'il y a un moment où cette question-là, si des arbitrages très défavorables doivent intervenir sur des crédits d'intervention, il faudra nécessairement y répondre. En revanche, je pense qu'il y a des acquis très forts dans la collégialité, dans la qualité du fonctionnement entre les parties prenantes au cœur de l'Agence nationale du sport et dans la manière dont c'est porté aujourd'hui par la présidente, par les équipes remarquables de l'agence. Ce qui a pu un petit peu, là où le bas a pu blesser dans les derniers temps, c'est dans
l'efficacité de la gouvernance territoriale avec des conférences régionales du sport dont le bilan est assez inégal. Certaines ont bien fonctionné, mais d'autres n'ont pas tenu leurs promesses. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et dans le cadre du plaidoyer pour les municipales, c'est un des messages forts que je vais porter. Nous avons besoin de faire usage des dispositions de la loi du 2 mars 2022 sur les plans sportifs locaux qui doivent permettre de beaucoup mieux structurer la programmation des équipements au niveau du bloc communal avec une implication forte des intercommunalités et qui doivent nous permettre d'animer bien mieux les politiques sportives locales. Le deuxième point que je veux évoquer, c'est le sentiment que les fédérations ont beaucoup avancé dans le fait d'assumer pleinement la plénitude de leur mission. Leur action de développement, je ne reviens pas sur les records battus et l'augmentation du nombre de licenciés, sur la haute performance, où je crois là encore que grâce à l'action menée par l'agence en synergie avec les fédérations sportives, notre modèle de haute performance est largement validé et doit être préservé dans son modèle actuel pour l'avenir, avec une équipe sur la haute performance au cœur de l'Agence nationale du sport qui est très reconnue et respectée. Et le troisième pan qui est l'engagement sur la dimension éthique de leur action, à la fois sous l'angle, par exemple, de la lutte contre les discriminations, contre les violences à caractère sexiste et sexuel sur lesquelles beaucoup de détermination s'exprime désormais dans les fédérations. Et j'y veille aussi en apportant des réponses aux attentes qu'elles m'expriment, notamment pour les petites fédérations, d'être mieux accompagnées dans la gestion des dossiers disciplinaires. Souvent, elles manquent de ressources. Elles ont des équipes pour qui c'est une matière qui est très sensible, parfois très anxiogène. Et je réfléchis aujourd'hui à la création d'un modèle de fondation pour un sport sans violence dans lequel nous nous appuierions sur des instructeurs financés par du mécénat ou du mécénat de compétences et qui nous permettraient de compléter les équipes des fédérations, de leur venir davantage en aide pour accélérer la gestion de ces dossiers disciplinaires, en même temps que je veux continuer à embarquer les fédérations sur un meilleur déploiement des contrôles d'honorabilité. Et quand j'évoque que les fédérations ont de plus en plus conscience et assument de plus en plus leur mission éthique et sociétale, ça vaut aussi pour leur engagement en faveur de l'inclusion sociale par le sport, où on a un petit groupe pionnier d'une petite dizaine de fédérations qui contribuent très fortement à la démarche que j'évoquais tout à l'heure, des clubs engagés dans les actions d'inclusion par le sport. Sur les équipements, je partage votre inquiétude et votre volontarisme. Nous l'avons dit, il y a clairement des marges de manœuvre liées à un meilleur taux d'usage de ces équipements dans les territoires. Une étude récente montre que ce taux d'usage, il se situerait plutôt aux alentours de 50%, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vraie saturation dans un certain nombre de disciplines et de municipalités, mais la question de la planification territoriale, de l'ouverture de davantage de créneaux, d'une meilleure répartition au fil de la journée entre les associations sportives peut être organisée. Et c'est là aussi l'un des axes que nous poursuivons, sur lequel nous faisons des propositions dans le plaidoyer pour le sport comme grande cause municipale, autour de la notion d'un nouveau pacte sportif avec les territoires. Et en même temps, il faut encore une programmation plus ciblée des équipements structurants dans les territoires. On connaît la vétusté de ces équipements, on connaît certaines carences, je pense à ce qui se passe sur des gymnases et sur des piscines, et sur lesquels l'échelon intercommunal et une meilleure mobilisation des outils de planification, je pense notamment à Data ES, doit permettre d'être plus efficient tout en ayant des marges d'action dans les territoires. Sur l'emploi sportif, c'est évidemment une priorité pour nous. Nous y travaillons ardemment dans deux directions, la féminisation de l'emploi sportif, mais aussi la promotion, y compris dans les territoires, de la notion de groupement d'employeurs qui doivent permettre de remédier à parfois une forme de fragilité ou de précarité de cet emploi sportif. C'est évidemment très important dans le cadre de l'accompagnement de sa transformation économique et sociale.
De façon effectivement complémentaire, peut-être par rapport à la gouvernance, et je me permettrai peut-être de passer d'une casquette à l'autre, parce que mes réponses ne sont pas les mêmes. Alors déjà, peut-être sur le côté parasportif, vous dire que l'évolution de la gouvernance, pour nous, elle a eu vraiment un impact positif considérable, parce qu'en fait, le fait de créer l'Agence nationale du sport, le fait de créer les conférences territoriales, a permis de réfléchir aux acteurs que nous devions mettre autour de la table. Et il y avait globalement, depuis des années, un impensé du comité paralympique, de ces organes déconcentrés qui n'existaient pas à l'époque, et personne qui portait spécifiquement le besoin du parasport. Donc le fait de mettre en place cette gouvernance en 2019, avec le comité paralympique membre fondateur, avec des représentants désignés dans les conférences régionales du sport, dans les conférences régionales des financeurs, a permis vraiment à cette voie spécifique d'émerger et de faire porter tant sur le constat, sur le besoin, sur les orientations, voilà, des besoins qui étaient adaptés et cohérents par rapport au terrain. Concernant le périmètre de l'agence, moi, je suis intimement convaincue que notre modèle est le bon parce qu'il permet vraiment de ne pas dissocier la haute performance du développement de la pratique. Je pense que ce serait un message assez particulier, finalement, de redissocier ces deux enjeux. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment travaillé la complémentarité des deux enjeux. Moi, je le vois côté parasport, on a un vrai enjeu à arriver à mieux lier la question du développement de la pratique qui vient irriguer la haute performance. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore totalement réussi à investiguer en termes de modèle. Après, juste vous dire que on vient tout juste de fêter les 6 ans de l'agence. Donc, on est sur un modèle qui est relativement jeune, qui devait révolutionner le modèle de la haute performance et ne devait pas construire un modèle qui partait d'une feuille blanche sur le développement de la pratique, mais devait partir justement d'un existant pour totalement le faire changer. Et on sait que cette dynamique du changement, elle peut être longue, elle peut prendre du temps. Et puis au milieu de tout ça, il y a eu un épisode de Covid où l'agence s'est plutôt orientée sur la dynamique du plan de relance. Donc vraiment, là, l'ambition finalement pour cette phase 2 de l'agence, c'est d'aller stabiliser ce qui a été acquis et ce qui est développé sur la haute performance, parce que je pense que nous avons le bon modèle et que finalement cette impulsion de l'agence, elle est désormais comprise et acceptée par les fédérations. C'est d'aller beaucoup plus loin sur la construction d'un nouveau modèle de développement des pratiques. Et je vais le résumer en une phrase, c'est d'avoir une vraie stratégie collégiale pour le développement de la pratique. Ce que nous n'avons pas réussi en fait à établir sur les 5 premières années de l'agence. On a eu effectivement des impulsions qui venaient des différents membres des collèges, mais à aucun moment on a arbitré, on a priorisé et finalement on a été puisé au plus profond de cette intelligence collégiale que nous avons au sein de l'agence. Et c'est vraiment l'ambition là des 6 prochains mois, c'est de reprendre ce travail, de le prioriser, parce que derrière on pourra vraiment avoir une rationalisation des engagements, du budget de l'État sur les priorités à l'échelle du collège, à l'échelle finalement de tous ces acteurs qui agissent sur le sport. Et puis après, il y a la question effectivement du déploiement territorial, qui à date n'apporte pas satisfaction, mais je pense qu'il y a une diversité de raisons. On voit que sur certains territoires, qui sont souvent des territoires qui n'ont pas subi la fusion des régions, et je pense qu'il faut aussi partir de là, on a réussi à avoir une mise en place facilitée. On a vu aussi que parfois certains acteurs ont l'impression d'être pris dans quelque chose qui était très dogmatique, où finalement le pouvoir d'action du territoire était relativement faible, et d'autres ont fait une lecture tout autre du décret, de la déclinaison opérationnelle, ce qui fait que nous avons des modes opératoires en territoire qui sont très différents les uns des autres. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est profiter du momentum de renouvellement des commissions, de ces conférences en territoire, déjà pour avoir les bonnes personnes autour de la table. Je suis désolée de le dire comme ça, mais à un moment donné, quand vous avez des gens qui ne sont pas convaincus de l'intelligence collégiale, qui n'ont pas envie à l'échelle du territoire de développer un projet commun, enfin, je ne vois pas l'intérêt qui siège dans ces conférences. Donc, c'est vraiment d'avoir comme ça des acteurs autour de la table qui ont cette envie de travailler ensemble. Après, il y a aussi une idée, c'est qu'on n'est peut-être pas obligé de tenir 2 instances. Dans la loi, effectivement, on a une conférence régionale du sport, on a une conférence régionale des financeurs. À 80%, ces 2 instances sont composées exactement des mêmes représentants. Et ben, dans certains territoires, ils tiennent des instances communes. Voilà. Vous avez un bureau commun, vous avez une conférence du sport qui est suivie d'une conférence des financeurs. Comme ça, vous mobilisez les personnes sur un seul temps. Et peut-être, je pense que l'erreur qui a été faite, et ça, je pense qu'il faut qu'on reprenne du temps à aller dans les territoires, c'est qu'en fait, ces conférences régionales du sport et ces conférences des financeurs ne viennent pas
prendre la place d'eux, ne viennent pas empêcher d'agir par ailleurs. Elles permettent de prioriser un projet de territoire où on va aller finalement orienter les financements de façon prioritaire, de façon collégiale. Mais pour autant, les collectivités restent maîtresses de leur budget, des orientations et des financements qu'elles veulent pour le territoire. Donc pour moi, il faut vraiment le voir comme un outil complémentaire, pas comme un outil supplémentaire et certainement pas un outil qui vient en substitution de ce qui serait fait par les collectivités. Et je pense que dans les temps qui courent, le fait d'échanger, de savoir qui finance quoi, pour quelles raisons, et c'est pas une volonté de contrôle, mais c'est vraiment une volonté de pouvoir aller bien orienter les financements là où ils ne se trouvent pas par ailleurs ou là où on estime que c'est un projet à impact pour le territoire. Concernant les équipements, vous savez très bien, monsieur le sénateur, que je suis totalement alignée avec vous et que je crois que ce qui s'est passé sur le fonds vert me fait partager totalement votre inquiétude sur les dispositifs de droit commun. Je le rappelle pour les sénateurs, je ne sais pas si c'est un besoin, mais en tout cas, je le fais. Mais voilà, on s'était dit effectivement que la rénovation énergétique des bâtiments sportifs devait passer par le fonds vert. Très bien, ça peut avoir une forme de logique, une sorte de guichet unique. Sauf que quelques mois plus tard, on nous dit que finalement, les équipements sportifs ne sont plus éligibles au fonds vert. Voilà. Donc, c'est vraiment mon inquiétude. Voilà, cette perte de fonds fléchés, c'est de se dire que le sport peut, sur certains territoires, pour certaines personnes, être toujours vu comme secondaire, comme non prioritaire. Et donc, une dégradation, effectivement, de la politique d'intervention. Concernant la taxe Buffet, vous dire qu'on est bien au fait du sujet et que sur le budget initial 2026 sera contractualisé en recettes un montant bien inférieur effectivement au montant plafond et ce qui devrait nous permettre effectivement d'avoir une recette projetée qui sera celle obtenue sur 2026. Les deux derniers sujets, le premier concernant l'emploi, donc vous dire que côté comité paralympique, nous travaillons beaucoup avec l'Agence nationale du sport sur les emplois sportifs qualifiés qui sont mis à destination des fédérations, tant au niveau national qu'au niveau territorial, pour accompagner le développement de la pratique et que nous allons actuellement travailler avec le ministère des Sports sur la question de la formation, en tout cas des modules de formation qui existent dans tous les diplômes du ministère des Sports. Et on se rend compte que, bien évidemment, la loi impose que le parasport soit évoqué, mais il est évoqué de façon totalement hétérogène dans la diversité de ces diplômes. Donc, c'est de travailler sur un module un peu unitaire qui serait dispensé dans l'ensemble des diplômes pour que tous les éducateurs qui sortent des diplômes fédéraux ou des diplômes du ministère des Sports aient finalement les mêmes acquis sur l'enjeu du parasport. Et concernant les violences sexuelles et sexistes, le comité paralympique a pris à bras-le-corps le sujet puisqu'on sait qu'il y a un taux de prévalence pour les personnes en situation de handicap qui malheureusement est plus élevé qu'en population générale. Donc nous avons souhaité, notamment dans les compétitions où le comité paralympique est en responsabilité, faire signer un contrat d'engagement à nos cadres, à nos athlètes, qui permet de remettre en cause une accréditation. C'est-à-dire qu'à tout moment, puisque nous avons fait en fait des sanctions graduelles en fonction des comportements qui seraient constatés, on peut aller jusqu'à l'exclusion complète de la compétition, des jeux, si un cadre ou un athlète sportif manqué à ses devoirs en termes d'intégrité, de respect des autres, et sachant qu'au comité paralympique, bien évidemment, ça concerne le cadre des violences sexuelles et sexistes, mais plus largement tout fait de discrimination qui pourrait être constaté dans l'équipe de France. Merci, je vais prendre l'ensemble de vos questions, je vais vous inviter bien sûr à les noter, en commençant par celle de Catherine Belriti. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames pour vos interventions extrêmement intéressantes. À la suite des Jeux olympiques et paralympiques pour 2024, le premier bilan montre un intérêt accru pour la pratique sportive chez les jeunes et les clubs. Quelles mesures concrètes allez-vous mettre en place pour transformer cet héritage en bénéfice durable pour les clubs amateurs et les territoires, notamment dans les zones rurales et périurbaines? Quels indicateurs précis seront suivis pour mesurer cet impact? Toujours pour Madame Oudéa-Castéra, avec la baisse prévue des crédits du programme sport dans le PLF, comment le CNOSEF entend-il préserver le soutien aux fédérations et clubs amateurs tout en maintenant ses ambitions pour le haut niveau et les événements internationaux? Envisagez-vous des mécanismes de financement alternatifs, partenariats privés, économiques, social et solidaires, mécénat, etc., pour compléter les ressources publiques? Alors, vous avez repris un certain nombre d'éléments qui sont très importants, avec la baisse importante des crédits, dans les autorisations d'engagement, mais également dans les crédits de paiement. Les grands perdants, c'est quand même le sport pour tous.
avec l'ANS qui a vu ses crédits baisser, le passeport qui a été retiré pour les 6-13 ans, les 2 heures de sport au collège. Voilà, donc ce sont des remontées fortes des clubs et il faut absolument que nous puissions proposer quelque chose dans les prochains temps. Et en tant que ancienne athlète de haut niveau, eh bien, je porterai une attention toute particulière pour limiter cette baisse des crédits dédiés au sport et à la pratique sportive lors des examens du PLF au Sénat. Alors, pour Madame Le Fur, comment le comité paralympique compte-t-il capitaliser sur les Jeux de Paris 2024 pour accroître la médiatisation, la participation et l'inclusion des sportifs paralympiques sur le territoire? Quelles mesures sont prévues pour que cet héritage bénéficie aux fédérations et aux clubs locaux? Le comité paralympique prévoit-il des programmes pour sensibiliser les écoles, les universités et clubs amateurs à l'inclusion par le sport et à la pratique paralympique? Comment ces initiatives seront-elles mesurées et valorisées pour renforcer l'impact social du passeport? Je vous remercie. Merci. Adelziane. Mesdames les présidentes, merci pour votre présence et votre présentation très complète. Évidemment, vous l'avez rappelé, la réussite des Jeux de Paris 2024 ont été remarquables à tout point de vue. Des athlètes et parathlètes français qui ont remporté des médailles, battu des records et offert des performances de haut niveau pour notre pays et ont suscité une véritable fierté nationale. Mais au-delà de ces succès, on en parle régulièrement, nous en parlons régulièrement ici. Plusieurs défis nous attendent pour faire vivre l'héritage de ces Jeux et préparer sereinement ceux de 2030. Pour ma part, j'aurais 3 questions. Une locale au local, qui est en écho avec ce que vous avez dit, Madame la Présidente Oudéa Castéra, sur le rôle des collectivités territoriales. Je prends l'exemple de mon département, la Seine-Saint-Denis. Si l'héritage matériel est incontestable, l'héritage immatériel reste à faire vivre, alors qu'il est le département qui compte le moins de licenciés de la France hexagonale. Et parfois, notre département est au rendez-vous, parfois au-delà de ses compétences, vous l'avez évoqué. Et grâce au bonnier des Jeux, nous avons pérennisé plusieurs dispositifs qui soutiennent la pratique sportive pour tous et qui favorisent l'apprentissage de la nage, le sport santé, l'inclusion également et l'insertion des publics en difficulté. Vos 2 institutions ont un rôle crucial à jouer pour accompagner les départements. Quel plan d'action concret envisagez-vous? Vous l'avez évoqué, mais pouvez-vous rentrer plus dans le détail pour renforcer cet accompagnement territorial au regard des actions que vous menez déjà en matière de soutien au club? Deuxièmement, ça a été évoqué par notre collègue rapporteur, je ne rentrerai pas dans le détail, mais après une baisse de 182 millions d'euros en 2025, le sport va subir à nouveau une coupe de 39 millions d'euros, en particulier pour la partie promotion du sport pour le plus grand nombre. Vous avez qualifié toutes les deux ce taux d'effort est d'excessif et de disproportionné. Et vous avez souligné, je le rappelle ici, le risque pour les clubs, les emplois d'éducateurs et l'accès des enfants au sport. Mesdames, au regard de vos expériences ministérielles passées, pour vous, Madame Oudéa Castéra, comment comptez-vous peser sur ces arbitrages pour défendre la pratique sportive pour tous? Enfin, au regard du budget présenté, qui efface une partie des efforts accomplis lors de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, comment pérenniser l'héritage et les bonnes pratiques de Paris 2024? Et quelle est votre feuille de route concrète pour assurer cette transition des JOP 2024 au JOP 2030 et garantir que les établissements, les clubs, les territoires seront prêts? Dernier point sur le traitement, c'est un sujet moi qui me semble extrêmement important, le traitement des athlètes et les enjeux de santé mentale, d'après-carrière, d'équité, mais aussi d'intégrité sportive. La polémique autour de Mohamedou Fall et des Enhanced Games, où le recours à des produits améliorants est autorisé, souligne l'urgence, par exemple, d'un cadre clair et protecteur. Comment entendez-vous renforcer la protection des athlètes tout en prévenant de tels détournements et quelles sanctions proposez-vous pour ceux qui aggravent la défiance vis-à-vis de l'olympisme? Je vous remercie. Claude Kern. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames les Présidentes, pour votre présentation. Alors, naturellement, nous partageons la plupart des interrogations de notre rapporteur, notamment les interrogations concernant la gouvernance. Mais je voudrais évoquer 2 points, les équipements sportifs et le sport de haut niveau. En ce qui concerne les équipements sportifs, vous avez évoqué la mutualisation de ces équipements. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus les grands équipements sportifs qui manquent cruellement en France. Et on parle de construction de nouveaux équipements. Je pense plutôt que de parler de construction, qu'il faut parler de rénovation, parce que très souvent, s'il y a construction, on laisse les autres à l'abandon et ça fait des friches qui ne sont pas belles à voir. Alors, pour faciliter ceci, est-ce que vous envisagez de soutenir la promotion de cette démarche et soutenir surtout la promotion des partenariats publics-privés et faciliter ces partenariats, ce qui permettrait également de mettre en place
plus qu'une mutualisation, une utilisation en multi-activité de ces équipements, ce qui soutiendrait naturellement un de vos objectifs, qui est le partage ce que nous partageons, pardon, c'est que le sport devienne une grande cause municipale, ce qui est aujourd'hui difficile, voire délicat en cette période de disette budgétaire. Et puis, en ce qui concerne le sport de haut niveau, nous savons que le CNSF et le CPSF jouent un rôle essentiel dans la préparation et l'accompagnement du sport de haut niveau, ceci en lien avec l'ANS. Après le succès des Jeux de Paris 2024, la question se pose de la capacité à maintenir, et vous l'avez évoqué, ce niveau d'exigence, alors que les crédits qui sont consacrés au développement des pratiques sportives sont en net recul. Ces moyens sont pourtant nécessaires pour satisfaire la promesse d'héritage des Jeux que vous avez évoquée et contribuer à l'émergence de futurs talents, tant pour les athlètes olympiques que paralympiques. Comment entendez-vous consolider le modèle du sport de haut niveau français dans la perspective des prochaines échéances internationales? Peut-on durablement être une des premières nations de sport de haut niveau sans mettre les moyens nécessaires à l'émergence d'une véritable nation sportive où le sport soit intégré comme un élément de la culture nationale à tous âges et sur tout le territoire? Merci. Mathilde Olivier. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes. Nous vous auditionnons aujourd'hui dans un contexte particulièrement préoccupant pour le sport français, alors que la France s'apprête à accueillir une nouvelle fois un grand événement sportif en 2030. Nous constatons parallèlement des reculs importants en matière de soutien budgétaire au sport dans sa globalité. Vous l'avez mentionné toutes les deux, des budgets maintenus pour la haute performance, c'est très bien, mais des inquiétudes sur les budgets des équipements, sur le soutien aux fédérations, sur le passeport, sur l'accompagnement à la pratique des plus éloignés. Je ne reviens pas sur les chiffres en eux-mêmes, notre rapporteur Jean-Jacques Lozach en a parlé, mais alors que nous savons ici que les jeux d'hiver sont moins populaires que les jeux d'été, que dans la population générale, une étude indique que 8% seulement des Français déclarent pratiquer des sports d'hiver ou de montagne parmi différentes familles d'activités sportives. Et dans ce contexte de fortes contraintes budgétaires, il serait donc difficilement justifiable que des moyens publics conséquents soient engagés au détriment du développement du sport au quotidien. Dans cette perspective, comment le CNOSF, comment le CPSF entendent-ils peser dans les discussions avec l'État et avec l'ANS pour garantir que la préparation des Jeux d'hiver de 2030 ne se fasse pas au détriment des clubs, des associations, des équipements locaux qui constituent le socle même de notre politique sportive? Vous l'avez toutes les deux mentionné, oui, le haut niveau peut participer à inciter à la pratique, mais seulement si la vitalité des structures locales dont dépend aussi ce développement du haut niveau est soutenue. Et c'est tout l'enjeu de ce budget. Et ensuite, une deuxième question. Vous avez peut-être certains d'entre vous vu ce documentaire qui est passé sur Arte sur l'entraînement des enfants pour la pratique de haut niveau avec des méthodes d'entraînement qui encore aujourd'hui dans beaucoup de pays occidentaux restent à la dure avec des séquelles à moins de 10 ans, des fois des blessures à répétition, des burn-out, des anorexies, dans un contexte d'enjeux financiers toujours plus importants dans le sport. Certains entraîneurs profitent aussi de ce vide juridique pour les enfants. Est-ce que des réflexions sont menées dans vos organismes pour mieux protéger ces enfants? Dans le domaine du spectacle, on a des cadres pour les enfants. Quel cadre pour les enfants pratiquant du sport de haut niveau? Bernard Fieller. Merci, Monsieur le Président. Bon, moi, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit par notre collègue Lozach sur les finances, ni sur la gouvernance de l'Agence nationale du sport. Et vous êtes revenu vous-même sur les conférences régionales, à la fois
pour le sport, pour des financeurs. Enfin, je trouve qu'il y a toujours une confusion. Il y en a une qui est maintenue en permanence, c'est celle entre l'activité physique et le sport. D'ailleurs, la semaine dernière, on a mis même un délégué interministériel sport-santé pour complexifier encore les choses. Moi, je pense que l'activité physique, elle dépend de la santé. Alors, le ministère de la Santé, le sport de jeunesse et sport, et l'éducation physique et sportive de l'éducation nationale. À cela, d'ailleurs, on rajoute le sport scolaire. Alors, tout est indispensable et nécessaire pour notre jeunesse, hein, que ce soit dans la prévention santé, que ce soit dans l'inclusion, l'apprentissage des règles, le goût de l'effort qu'apportent les sports, ou au niveau éducatif, la maîtrise de son corps et la lutte contre le mal-être. Mais je trouve qu'il y a quand même une confusion et qu'il faudrait peut-être éclaircir. Et je viendrai sur un point, c'est par exemple sur le sport universitaire, qui est quand même complètement délaissé, alors qu'on constate un grand mal-être étudiant, problème de santé mentale. Moi, je voudrais savoir comment le sport olympique, qui est une vitrine, Catherine Belriti l'a rappelé, peut être un vecteur de communication, justement, pour amener cette tranche de notre population vers une activité sportive, je dis bien, qui permet de l'inclusion et qui permet aussi de lutter contre ce mal-être. Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames. Quitius, altius, fortius, plus vite, plus haut, plus fort, c'est la devise des Jeux Olympiques. Et je pense qu'en France, on est passé à minus quartius, minus quitius, minus altius, minus fortius, c'est-à-dire moins vite, moins haut, moins fort. Le constat est terrible. Et je reviens sur le problème des équipements parce qu'il est majeur. Il est fondamental. Que les préfectures aient sorti du plan vert la mise à niveau énergétique des équipements sportifs, c'est une catastrophe totale et absolue. Et ça montre bien qu'il n'y a pas de politique pluriministérielle. Et que le ministère des Sports, comme le ministère de la Culture, vous avez les mêmes problèmes que le ministère de la Culture, est incapable de faire défendre par d'autres ministères des politiques qui concernent tout le monde. Je vais vous citer un exemple. La réussite des frères Lebrun fait qu'aujourd'hui, il y a une énorme demande pour le ping-pong, qui est totalement insatisfaite parce que les équipements sont vétustes, pas suffisants. Et on arrive maintenant à des problèmes de chauffage. Et il y a des gymnases qui ne sont pas utilisés parce que vous ne pouvez pas jouer au ping-pong quand il fait 12 dans le gymnase. C'est simple. C'est évident, ce n'est pas un problème de coordination interterritoriale. Non, c'est quelque chose de très matériel. C'est qu'il y a des installations qui sont aujourd'hui complètement obsolètes du fait de leur non-mise à niveau énergétique. Donc là, on a besoin d'un plan national parce que les communes n'y arriveront pas toutes seules, et notamment avec le budget qui va leur arriver. Donc si on veut offrir plus de sport aux gens, il faut d'abord leur donner des équipements, et aujourd'hui, on est dans l'incapacité de le faire. Donc là, on a vraiment besoin d'un plan qui concerne la totalité des acteurs sur le terrain, et notamment les préfectures. Je vous remercie. Béatrice Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, merci pour votre synthèse. Alors, moi, je mets en avant ce que vient de dire Pierre, parce que c'est aussi vrai. Il y a bien sûr les 110 000 missions pour le service civique qui ont baissé de 40 000 et qui vont être un problème pour nos activités sportives et pour l'encadrement des jeunes et l'insertion des personnes de handicap. Mais le point le plus crucial, c'est ce que disait Pierre, c'est-à-dire que nos collectivités, il y a eu cet engouement pour les piscines avec Léo Marchand, pour le tennis de table, pour le judo, et pour autant, on n'a pas forcément dans les territoires ruraux les équipements qui vont avec. Alors, je crois que vraiment, si on n'est plus capable de... Ça fait vraiment une rupture avec les territoires, et l'élan post-olympique ne peut pas s'entretenir s'il n'y a pas une visibilité pluriannuelle. Des collectivités ne peuvent ni planifier, ni engager, ni entretenir leurs équipements. Alors moi, j'avais une idée, mais peut-être que ça n'est pas la bonne, mais je vais quand même vous la soumettre.
Vous avez dit, et je le savais, le boni de 76 millions de liquidation des jeux. Voilà, vous avez sans doute déjà entendu, mais je vais le répéter quand même. Eh bien, moi, je pense que c'est vrai qu'il faut faire des affaires de communication. C'est ce que vous proposez dans la célébration des Jeux, etc., dans la pratique du sport. Mais y aurait-il pas eu moyen de garder un peu de cet argent pour remplacer les équipements défaillants, pour améliorer les qualités énergétiques de nos équipements et pour construire là où il y en a besoin? Parce que je peux vous assurer que dans les territoires, il y a des enfants qui veulent faire du sport et on n'a pas de salle pour les y emmener. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les présidentes, alors, tout d'abord, j'ai une remarque. Je voudrais juste répondre à ma collègue Mathilde Olivier, qui nous a donné un chiffre tout à l'heure de 8% des gens qui pratiqueraient les sports d'hiver. En fait, c'est 9%, c'est une étude Crédoc. 9% des gens qui sont allés en vacances au sport d'hiver dans l'hiver 2022-2023. Donc je pense d'ailleurs que je ne fais pas partie de ces 9%, puisque habitant à la montagne, je ne vais pas en séjour à la montagne et je suis pourtant pratiquant. C'est en fait 19%. 19%, ça fait un peu plus de 12 millions de pratiquants qui disent pratiquer les sports d'hiver, c'est-à-dire le ski ou le snowboard, au moins tous les 2 ou 3 ans. 12 millions, c'est-à-dire qu'après le jogging, c'est probablement le sport le plus pratiqué. C'est 1,2 million de trailers, par exemple, pour vous donner une idée de quoi on parle. Donc, si vous me citez 3 sports où il y a plus de pratiquants que les sports d'hiver, je suis preneur et donc je ne suis pas complètement convaincu de vos arguments sur la popularité de ces activités. Je ferme la parenthèse, ce n'était pas l'objectif de ma question. J'ai une question et une seule, mesdames les présidentes. Nous sommes un certain nombre ici à avoir signé une tribune de manière transpartisane de sénateurs avec des députés, des représentants aussi du monde sportif ou associatif, afin que le sport adapté puisse avoir aussi son moment lors des prochains Jeux d'hiver des Alpes 2030. Je sais que c'est un sujet qui est parfois complexe, mais je pense que ce serait l'honneur de la France, en accueillant les Jeux d'hiver dans les Alpes 2030, de pouvoir être, après une expérience à Nagano, mais qui ne s'est jamais reproduite, être les premiers Jeux olympiques et paralympiques qui sont aussi des Jeux accessibles au sport adapté. Et donc, mesdames les présidentes, même si c'est 2030, je sais que les décisions se prennent en ce moment, j'aimerais vous entendre et j'espère que vous soutiendrez les initiatives que nous sommes nombreux ici à avoir prises pour encourager ce phénomène. Merci beaucoup. Jacques Grosperrin. Merci, Président. Mesdames les présidentes, alors merci pour vos interventions respectives. Vous avez bien compris que le Sénat était à vos côtés et partageait beaucoup des notions que vous avez développées. Moi, je voudrais juste intervenir sur les associations sportives qui sont le socle de la pratique sportive en France. Et pour Bernard Filière qui s'interrogeait sur la confusion entre les activités physiques, le sport, l'éducation physique, etc., etc. Le sport, avant tout, c'est une activité physique institutionnalisée. Donc, ce sont des compétitions sportives. Lorsque vous faites de la marche à pied, c'est pas du sport, c'est une activité physique. Mais ça fait, en tout cas, ça contribue à la santé. Moi, je voudrais dire simplement que le modèle associatif en France est menacé. On l'a vu à travers, ça se traduit dans ce PLF par la baisse des subventions au niveau du passeport, des suppressions de postes CTS, le manque d'équipement et la difficulté surtout à recruter des bénévoles. Donc, ma première question est simple, c'est avec ce budget contraint, quel levier avez-vous pour accompagner le réseau associatif sportif? Ma seconde question a trait à l'héritage, à la loi héritage en tant que qui est tant demandée, non pas seulement par les sénateurs, mais également par l'ensemble des Français. Et c'est vrai qu'il y a une vétusté des infrastructures sportives, un maillage territorial des équipements qui peut parfois poser problème, une gouvernance de la fédération, une carrière de sportif de haut niveau. On peut que remarquer cette formidable réussite des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ma deuxième question sera simple, c'est est-ce que vous avez eu des échanges avec l'exécutif ou avec vos successeurs? Et si oui, pouvez-vous nous en donner les principales pistes qui sont à l'étude? Je vous remercie. Sonia de la Provoté. Oui, merci beaucoup. Moi, ma réflexion porte sur l'observation, en fait, à la fois de la pratique des disciplines sportives dans les territoires et l'observation de
de la demande sportive. C'était une des missions, hein, c'est une des missions de l'Agence nationale du sport, hein, d'avoir une qualité d'observation territoriale. On voit bien que comment dire, le financement des équipements, même la mise à niveau du parc des équipements est mis quand même singulièrement en difficulté au regard des orientations budgétaires, que la DETR, DECIL et le Fonds vert vont pas pouvoir répondre à toutes les demandes parce qu'on ne peut pas avoir 36 000 priorités, que déjà le scolaire était une priorité, donc je ne vois pas comment le sportif peut s'y raccrocher. On a une diminution des STTS, une diminution des services civiques, le financement des collectivités territoriales va quand même poser question, le sponsoring aussi va être en difficulté. Et d'ailleurs, on le voit déjà présent dans un certain nombre de collectivités. Et donc, pour le coup, l'expression des droits sportifs, si je puis me permettre cette expression un peu en parallèle de ce qu'on appelle les droits culturels, l'expression des droits sportifs, qui est quand même une priorité nationale au regard des valeurs que porte le sport et de finalement la mise en place d'une bonne condition, de la prise en compte des valeurs républicaines et de la citoyenneté dans les territoires, et bien ces droits sportifs sont mis singulièrement en difficulté, à la fois dans la répartition territoriale et à la fois dans la répartition disciplinaire. Et donc j'aurais aimé savoir où vous en êtes finalement, parce que l'Agence nationale du sport, c'est quand même une de ses missions principales, c'était de guider aussi le ministère dans des orientations nationales et pas forcément le contraire. Et en tout cas, les deux doivent être en complément et non finalement une ANS qui remplacerait les orientations nationales du ministère. Et enfin, Jean-Gérard Pommier. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Présidente du CNOS. Je me permets d'appeler, comme ancien maire, ancien président de département, votre attention sur le fonctionnement, ou plutôt le dysfonctionnement financier de certaines fédérations sportives. Lors des assemblées générales annuelles, de nombreux clubs locaux font état de hausses régulières de la part du comité départemental ou de la ligue régionale. De plus, la plupart du temps, les clubs locaux doivent s'acquitter de ces contributions fédérales obligées en début de saison sportive à l'automne, au moment où leur trésorerie n'est pas au plus haut. Dans un certain nombre de cas, j'ai même constaté que la subvention communale versée à un club sportif, au lieu de l'aider dans son action, servait en fait uniquement à payer leur quote-part à l'échelon départemental ou régional qui a en main l'atout maître de la délivrance des licences. Aussi, Madame la Présidente, que comptez-vous faire pour être attentive à ces situations et remédier à ces dysfonctionnements, même s'ils sont rares, qui sont parfois ressentis à l'extrême comme une forme de racket organisée? Merci. Mesdames les présidentes, je vais vous laisser répondre aux différentes questions. Il y a des thèmes évidemment qui se recoupent sur l'héritage, la haute performance. Oui, évidemment, c'est très, très, très riche tout ça. Moi j'ai peut-être envie de relever le défi du sénateur Ouzoulias en disant que je pense qu'il faut qu'on se dise quand même, un peu avec cet esprit de combativité, d'optimisme, et finalement de ne pas répliquer un peu le défaitisme ou parfois le pessimisme qu'on a pu connaître en amont des Jeux olympiques et paralympiques, et de se dire, de réaliser avec lucidité, mais quand même, le sport français va globalement bien. Il va bien, je veux dire, les évolutions en termes de nombre de licences, de taux de pratique, y compris sur des publics qu'il était compliqué de faire progresser. Je pense aux femmes, je pense aux seniors, je pense aux personnes en situation de handicap. En revanche, il y a un certain nombre de vrais points de combat dont certains se matérialisent dès la question du PLF 26. Et le premier de ces combats, c'est la place du sport dans la vie de notre jeunesse. Et c'est pour ça que je suis, et je le redis, très préoccupée par les décisions récentes qui ont été prises sur le démantèlement du passeport pour les 6-13 ans, sur le démantèlement aussi du dispositif des 2 heures de sport en plus pour les collégiens. Et il faut absolument qu'on garde beaucoup d'ambition. La question nous a été posée des QPV. Les cités éducatives doivent continuer d'être encouragées. Le temps extrascolaire doit être vraiment bien utilisé pour un accueil en club de nos enfants. C'est le sens de la contribution qu'avec le Comité national olympique et sportif français, des chercheurs, des universitaires, nous avons versé au CESE pour la Convention citoyenne sur les rythmes de l'enfant. Le passeport, moi je voulais vous redonner 2 éléments. Grosso modo, c'est
les 6-13 ans, c'est à peu près 80% des bénéficiaires. Et on le voit dans nos fédérations aujourd'hui. Moi, j'ai déjà des chiffres de la fédération de gymnastique ou de la fédération d'athlétisme où ils constatent qu'il y a des milliers d'enfants issus de familles modestes qui abandonnent la pratique, qui ne se sont pas représentés dans nos clubs sportifs. Donc il est très important d'enrayer cette chute-là, quitte à imaginer, dans le contexte budgétaire difficile qu'on connaît, un reciblage socio-économique en travaillant mieux avec les CAF pour cibler encore plus les familles modestes qui doivent être absolument prioritaires dans l'allocation de ces subventions à l'inscription dans un club. La pratique étudiante aussi, là on a un travail d'animation à mener en lien avec les universités. Vous connaissez mon engagement sur cette thématique. Il faut qu'on développe les championnats universitaires en héritage des Jeux. C'est un des exemples dont on a vu en 2024 qu'il était efficace pour relancer le goût des étudiants dans la pratique sportive à une heure où 40% d'entre eux ne font pas de sport et où des problèmes très importants se posent sur leur santé mentale et leurs équilibres psychologiques. Je voudrais faire écho naturellement à ce qui a été dit sur l'importance des collectivités territoriales dans le financement du sport. On l'a toutes et tous en tête. Les communes, c'est aujourd'hui les premières financeurs du sport, des financements de 8 milliards d'euros, auxquels j'ajoute un peu plus de 3 milliards d'euros au titre des EPCI. Et il est extrêmement important de leur donner cette confiance dans un partenariat avec le mouvement sportif pour continuer à porter la pratique sportive locale. Moi, je ne veux pas que le message soit celui de « à vous de compenser un désengagement de l'État ». Non, en aucune façon, ils ne sont là pour compenser un désengagement de l'État. Ce désengagement, il faut le combattre, mais il faut aussi arriver à mieux accompagner, d'où mon message de tout à l'heure sur les plans sportifs locaux, la programmation et l'animation de ces politiques sportives localement. On a aujourd'hui, au niveau du Comité national olympique, je l'évoquais, plus du tout de marge de manœuvre libre sur le plan financier. Compte tenu de l'effort que nous avons fait vis-à-vis du comité d'organisation, compte tenu de la contraction sur l'exercice qui se termine de notre CPO, compte tenu du fait aussi, je le rappelle, je crois que c'est important dans le cadre du débat, que le boni de liquidation des Jeux, dont 20% revient au CNOSF, ne peut en aucun cas venir alimenter ces dépenses de fonctionnement. C'est vraiment des budgets qui sont réservés à la promotion du sport en France. Nous sommes aujourd'hui vraiment sur une gestion financière qui est au plus juste, au plus étroit, d'où ce message que je vous ai porté sur l'importance du maintien de la subvention de l'État au titre de la Convention pluriannuelle d'objectifs. Et c'est à cette condition qu'on peut continuer à jouer notre rôle de structure fêtière vis-à-vis de nos fédérations. Le développement de nouvelles sources de financement, je suis particulièrement active sur ce front. Il y a des bonnes nouvelles là aussi. Le mécénat, par exemple. Vous savez que le sport aujourd'hui représente 58% des mécènes en France et 40% des volumes. Il y a des progressions de plus de 12 à 15 points avec une prégnance des territoires dans cette allocation et des PME qui est tout à fait spectaculaire et que je tiens à souligner. Mais nous avons en effet besoin de développer des contacts avec les banques publiques d'investissement, avec des fonds d'investissement, essayer d'aller encore chercher des améliorations de l'environnement normatif, cela a été souligné, sur des questions comme les hospitalités ou comme le sponsoring pour stabiliser leur cadre juridique. Et je veux souligner le partenariat que je suis en train de construire avec la Caisse des dépôts, avec la Banque des territoires plus particulièrement, pour, à compter de 2026, et le partenariat est en construction, nous y embarquerons tous les acteurs pertinents, la modernisation des clubs sportifs, un peu à l'image du dispositif EduRénov qui a été déployé pour les établissements scolaires. On voudrait qu'il y ait cette démarche sport-rénov en donnant aux collectivités locales la possibilité d'avoir, pour leurs installations sportives et leurs clubs municipaux, accès à des taux bonifiés et à une ingénierie technique gratuite, celle des prestataires de la Caisse des dépôts,
pour faciliter le travail que vous avez évoqué sur les équipements. Parce que parmi les points d'inquiétude, j'évoquais la jeunesse, mais en effet, ce point revient dans toutes nos interventions, ce point sur les équipements, où il nous faut, je crois, utiliser mieux l'argent avec une programmation parfois mieux ciblée, mieux outillée. Je soulignais l'importance de l'outil qu'est DataES pour caler vraiment la programmation en termes qualitatifs et quantitatifs au plus près des besoins des territoires. La nécessité qu'on a de mieux travailler avec les préfets, qui seront les délégués territoriaux de l'agence et qui vont devoir prioriser des enveloppes pour le sport demain. Ce n'est pas possible que ce qu'on a évoqué sur le fonds vert conduise à supprimer des financements localement pour le sport, en même temps qu'on doit travailler sur l'optimisation des usages, car à certains endroits du territoire, oui, il y a la saturation que vous évoquiez, mais à d'autres endroits, il y a aussi une sous-utilisation des capacités qui peut être corrigée par une meilleure analyse de l'utilisation effective des plages horaires mises à disposition. Et aussi, je le rappelle, et je pense que vous êtes un relais important en ce sens, une meilleure mutualisation des installations scolaires. Vous savez qu'on a 26 000 équipements dans les établissements scolaires et aujourd'hui, seuls 20% d'entre eux sont mis en accès libre pour les associations sportives. Le soutien au bénévolat, j'ai évoqué la jeunesse, j'ai évoqué les équipements, le soutien au bénévolat est en effet une autre de nos priorités. J'aurai l'occasion de faire des annonces importantes le 5 décembre prochain à l'occasion de la Journée internationale du bénévolat pour renforcer la visibilité nationale de l'offre de formation pour nos publics bénévoles. Et là aussi, nous travaillons avec les acteurs de l'administration du travail, la DGEFP, mais aussi la Caisse des dépôts qui a sous sa responsabilité le passeport compétences pour travailler à une meilleure reconnaissance des acquis de l'expérience bénévole. Et aussi, nous sommes très attachés, et c'est l'une des priorités que nous nous donnons, à une meilleure animation des communautés des bénévoles et des communautés de volontaires des Jeux de Paris 2024, dont certaines, que je salue, sont d'ailleurs en train de se structurer. Mon dernier message, c'est sur ce volet RH, des financements, sur le volet RH du sport. J'ai évoqué tout à l'heure l'inquiétude que suscite l'évolution des effectifs sur les conseillers techniques sportifs. Ils sont vitaux pour la santé, pour la vitalité, pour la vigueur du sport français. J'ai vraiment besoin de votre aide sur ce registre-là. Et je voudrais faire écho à ce qui a été dit sur la question des accueils collectifs de mineurs, où c'est un thème où les imperfections qui ont malheureusement été révélées dans certaines disciplines sportives doivent impérativement être corrigées. Je sais la direction des sports du ministère particulièrement mobilisée, mais je fais écho aux préoccupations que vous relayez pour qu'on continue vraiment de bien accompagner nos potentiels sportifs de la même manière, et j'en termine par là, que sur un registre tout à fait complémentaire, mais qui est de préserver le double projet de nos hauts potentiels sportifs. Nous avons des actions ambitieuses à poursuivre dans le cadre de l'héritage pour permettre ce double projet dans nos établissements universitaires et jusqu'à l'INSEP avec le dispositif dédié qui s'appelle EPTA en direction de nos sportifs de haut niveau. Merci. Madame la Présidente, je ne suis pas sûr d'avoir compris sur l'utilisation du boni. Est-ce que les collectivités peuvent présenter des dossiers pour le financement de leurs équipements pour bénéficier du boni? Alors, les dépenses d'équipement ne sont pas éligibles au boni. Il y a 3 axes qui sont éligibles. Les célébrations, le développement de la pratique avec, par exemple, les programmes savoir rouler, savoir nager, sur lesquels il y a un impact évidemment territorial très important. Et la 3e dimension, c'est l'accompagnement des athlètes pour lesquels nous avons beaucoup à faire pour leur reconversion, pour le double projet que j'évoquais et aussi pour la santé mentale des athlètes, qui est une des priorités que nous avons portées récemment avec Marie-Amélie. Madame la Présidente. Alors, peut-être 5 grands thèmes de réponse. Pardon. Vas-y. Et sur le sport adapté, je peux que faire écho à ce qui a été dit et j'ai personnellement tenu à soutenir aussi cette démarche d'inclusion pour 2030. Pardon. Donc peut-être, voilà, j'espère ne pas avoir oublié de questions, mais 5 grands thèmes de réponse, peut-être sur les actions du comité paralympique pour commencer. Vous donnez un peu les priorités, ça fera écho à vos questionnements
Donc nous, il y a vraiment un enjeu de continuer ces activités, du rayonnement effectivement des Jeux paralympiques, du parasport au sens large. Donc tout le travail d'accompagnement des médias et du champ audiovisuel va continuer au sein du comité paralympique. On a eu une petite baisse d'effectifs au sein du comité paralympique, mais on a souhaité en termes de ressources humaines que le pôle communication, marketing reste conséquent au sein du comité paralympique pour encore accompagner tout le paysage audiovisuel à plus parler, mais surtout à mieux parler des Jeux paralympiques. C'était l'enjeu, c'était qu'on arrête de parler de la situation de handicap, mais qu'on parle bien du sujet sportif. Et donc là, on est en train de faire ce travail d'acculturation aussi dans la dynamique 2000-2026. Après, vous dire qu'au sein du comité paralympique, on est vraiment sur une logique de projet et d'action à destination des acteurs clés. Les acteurs clés des territoires, bien évidemment, c'est les clubs. Donc, on essaie vraiment de réfléchir à ce que sont les besoins des clubs pour aller les outiller. Et en ce sens, effectivement, le programme Club Inclusif que je vous ai évoqué tout à l'heure, qui est un programme de sensibilisation des bénévoles, des encadrants, est vraiment un outil dimensionnant. Et comment on mesure ? Tout simplement, on commence à mettre en place des mesures d'impact au sein du comité paralympique. Et nous avons, la semaine dernière, tenu une conférence de presse pour présenter justement l'étude d'impact de Club Inclusif qui démontre un très haut taux de satisfaction, tant des clubs sur le module théorique, puisqu'on est à 95 ou 96% de satisfaction des clubs, mais aussi, et ça répond à la question qui a été posée sur l'héritage immatériel des collectivités, comment on fait pour continuer à les accompagner. Sur Club Inclusif, vous avez un taux de satisfaction à hauteur de 98%. Et ce qui est intéressant, et ça va répondre à votre question, c'est qu'en fait, on se rend compte que 80% des collectivités qui sont engagées dans le programme avaient déjà une volonté d'agir en faveur du parasport. C'est-à-dire, elles avaient déjà une ambition, elles avaient déjà une intention, mais seuls 16% avaient un plan d'action structuré. Donc, on se rend bien compte qu'elles ont envie d'agir en faveur du parasport, mais très concrètement, elles n'arrivent pas à franchir le cap. Donc, nous, la réflexion, c'est de se dire... On a créé un guide à destination des élus au sport, à destination des départements, pour vous aider à conduire une politique publique du parasport en termes d'équipement, en termes d'accompagnement des associations. Voilà, comment on mène une politique incitative. Et ce n'est pas forcément que du budgétaire. Des fois, c'est aussi du dialogue relationnel. Mais on souhaite aussi développer des programmes qui permettent finalement aux collectivités de s'en saisir et de les déployer. Et ce qui est intéressant, et je pense important de le signaler, c'est qu'on vient aussi de déployer ce programme à La Réunion. Donc, c'est la première fois qu'on a un dispositif spécifique à destination des territoires d'outre-mer. Donc, on a pris du temps pour le déployer parce qu'on voulait vraiment répondre à la singularité et la spécificité du territoire. Mais c'était important pour nous. Bien évidemment, on a aussi un axe très fort en faveur de la jeunesse. C'est essentiel pour nous parce qu'on estime que de parler des Jeux paralympiques, c'est aussi un moyen d'acculturer les jeunes de façon dynamique, de façon ludique au handicap. Donc, on va continuer conjointement avec le comité national olympique et sportif à porter cette semaine olympique et paralympique. On est déjà dans la préparation de l'édition 2026 et je pense que la jeunesse sera vraiment un axe clé du programme héritage de 2030. Voilà, mais là, on vous invite peut-être aussi à échanger avec le COJOP sur ce que serait leur perspective. Je pense que ce sera une des priorités sur 2030. Concernant les équipements, vous dire que voilà, il y a vraiment une volonté de l'agence de continuer à agir, qu'à date, effectivement, dans les crédits, il y a une volonté de s'orienter sur les équipements structurants, sur l'innovation et sur la rénovation. En tout cas, nous, c'est le plan d'action qu'on a proposé. C'est peut-être, après avoir sorti plus de 10 000 équipements de proximité, se dire qu'on doit réorienter l'action de l'agence sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est en fait la nécessité de rénovation énergétique de gymnases où il fait froid, où on est sur une dépense aussi en termes de fonctionnement de l'équipement pour les collectivités qui sont considérables et de pouvoir orienter les financements de l'agence sur cette typologie d'action. Également, le fait de construire peut-être des nouvelles typologies d'équipements, de répondre un peu plus de façon coup de main à ce que sont les territoires. Mais on se rend compte que la collectivité, elle veut sortir un équipement. Et puis derrière, arriver à comprendre le besoin, à le mettre en exergue, c'est un peu compliqué. Donc moi, ce qu'on est en train de travailler au sein de l'agence, c'est un pivotement en fait des ressources humaines de l'Agence nationale du sport sur le pôle équipement, qui à date, et je vais le dire assez crûment parce qu'ils sont beaucoup plus riches que ça, gère des décaissements de subventions. Moi, demain, je veux qu'ils soient comme
les conseillers haute performance, c'est-à-dire en appui des collectivités, en appui d'expertise, expliquer ce que sont les pratiques émergentes, pouvoir faire un vrai observatoire de ce qui existe par ailleurs en France et à l'international pour conseiller au mieux les collectivités pour que sortent du sol ou soient rénovés des équipements, voilà, quasiment en ayant une vision à 5 ou 10 ans de ce que sera le besoin du territoire. Et d'être vraiment voilà, dans cette dynamique d'accompagnement et aussi d'accompagner, puisque la question a été faite, sur des nouveaux modèles économiques. Et effectivement, de pouvoir arriver à impulser ce modèle économique public-privé. Je pense qu'on doit le trouver dans les équipements, je pense qu'on doit le trouver dans le fonctionnement des clubs. Voilà, c'est vraiment un raisonnement qu'on doit impulser de façon 360 sur le sport. Sur le boni, je n'y reviens pas puisque Amélie l'a rappelé, et c'est juridique en fait, c'est-à-dire que quand vous avez ce boni-là, le CIO, voilà, il y a des données d'entrée et le financement des équipements est impossible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de travailler la complémentarité, c'est-à-dire que le boni doit venir en complémentarité des axes et des orientations qui vont être prises par le COJOP 2030, qui sont prises par l'agence, et ce qui permet de jouer en fait sur ces 3 tableaux, peut-être une sorte de vase communicant pour avoir des réorientations et des priorisations dans certains secteurs, et pourquoi pas côté agence effectivement de retrouver de la capacité d'action sur les équipements. Vous dire que sur le haut niveau, et Amélie, je me permets peut-être de parler en nos 2 noms, nous, on ne veut pas la performance à tout prix. Voilà. On veut la performance dans le respect de l'intégrité de nos sportifs de haut niveau. Je pense que c'est une priorité de nos 2 institutions. Donc Amélie l'a dit, nous avons sorti il y a à peu près maintenant 3 semaines, je crois, un plan d'action en faveur de la santé mentale des sportifs de haut niveau, tant sur le temps de la compétition avec ce qu'on appelle les welfare officers qui accompagnent les athlètes sur le temps de la compétition, qu'en dehors sur des suivis psychologiques. Et l'idée, bien évidemment, c'est aussi de sécuriser l'intensité d'entraînement. Et donc là, on a un outil médical qui s'appelle le SMR, le suivi médical réglementaire des sportifs de haut niveau, sur lesquels nos 2 commissions médicales respectives travaillent pour toujours plus alimenter les fédérations, pour les accompagner, et que finalement, ce questionnaire et que cette batterie de tests qui est passée pour les athlètes ne soit pas qu'un suivi antidopage, ce n'est pas le cas, c'est avant tout un suivi d'intégrité des sportifs de haut niveau, avec un volet psychologique, avec un volet physiologique, avec un volet physique. Et on ne connaît pas forcément cet outil, mais en fait, ça permet aux médecins de la fédération, et je l'ai vécu en tant que tel, voilà, quand vous avez des indicateurs qui apparaissent comme alarmants, vous avez un coup de fil du médecin qui s'interroge et va derrière soit creuser pour comprendre ce qui se passe physiquement ou mentalement et vous accompagner dans ce moment-là. Donc, on a vraiment ces outils qui permettent de détecter des situations à risque. Concernant la feuille de route 2030, vous dire que, bien évidemment, ce ne sera pas acceptable d'avoir des vases communicants en termes de financement. Je pense qu'il faut qu'on conserve notre volonté d'engagement en faveur de tout ce qu'on a créé sur le sport d'été, sur le développement de la pratique d'été, et qu'on doit agir de façon complémentaire sur un nouveau périmètre qui, pour peut-être arriver à mettre tout le monde d'accord, va au-delà du sport de montagne, va au-delà du sport d'hiver, mais qui est vraiment cette question du sport outdoor. Et là, en fait, quand vous parlez du sport outdoor, quand vous parlez de la jeunesse, vous permettez d'embarquer tous les territoires. Et c'est quelque chose qu'on avait commencé un petit peu à investiguer par 2024, mais je pense qu'au travers des Jeux de 2030, où l'enjeu, c'est aussi l'éducation à la biodiversité, à l'environnement, quand vous parlez de sport outdoor, quand vous parlez de sport nature, et ben vous permettez d'avoir un plus grand nombre d'actions. En tout cas, nous, c'est l'orientation que nous avons choisie côté comité paralympique. Bien évidemment, nous agirons en fonction sur la présence des athlètes déficients intellectuels aux Jeux de 2030. Si vous regardez la tribune, le comité paralympique y est associé. C'est essentiel pour nous et sans trahir de secret, on a déjà eu des premières réunions sur le sujet avec le comité d'organisation. Sachez aussi qu'au niveau international a été adoptée une motion du mouvement paralympique pour inciter le board de l'IPC à travailler sur ce sujet et à nous présenter une feuille de route très claire dans la perspective de l'intégration, de la réintégration, parce que vous avez été très juste dans votre question, des déficients intellectuels sur les Jeux de 2030 d'ici le 31 décembre 2025. Donc on devrait y voir un petit peu plus clair, sachant qu'on a un petit peu de temps parce qu'il ne s'agit pas d'ajouter un sport supplémentaire. On est vraiment sur une classification et une discipline additionnelle. Donc, on a globalement une perspective d'ici 2027. Et concernant la relation ministère des Sports, Agence nationale du sport, vous dire bien évidemment, voilà, on continue ce travail d'action commune. Sous l'impulsion d'Amélie, avait été fait un gros travail pour vraiment rationaliser la cartographie des actions et des compétences de la direction des sports
et de l'Agence nationale du sport. Donc on continue en ce sens. Et l'idée, voilà, si on veut effectivement être opérateur conseil, c'est ce travail dont je vous parlais tout à l'heure sur le déploiement opérationnel de la stratégie qu'on doit discuter collégialement et qui devrait, en tout cas c'est mon souhait, être arrêté en mars 2026 pour vraiment avoir des priorisations et peut-être voilà, renoncer à certaines actions qui sont actuellement portées par l'agence, mais pour mieux agir. Merci, mesdames les présidentes. C'était important de vous entendre ce matin, d'autant plus que nous auditionnons cet après-midi, dans le cadre de la préparation du PLF, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marina Ferrari. Donc, il était important de vous entendre avant. Merci beaucoup. Et je vous invite bien sûr à rester, puisque la commission n'est pas terminée. Nous avons l'audition du professeur Samuel et le vote. Oui. Samuel, qui est candidat proposé par le président de la République aux fonctions